Avec notre invité aujourd'hui, on va évoquer la Côte d'Ivoire où 800 personnes vont être libérées. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lundi l'amnistie d'environ 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, actuellement emprisonnée, et de plusieurs figures de l'ancien régime de Laurent Gbagbo pour favoriser la réconciliation. Je cite le président: « J'ai procédé ce lundi à la signature d'une ordonnance d'amnistie qui bénéficiera à environ 800 citoyens poursuivis ou condamnés pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises le 21 mai 2011, a déclaré le président donc à la télévision nationale. On va évoquer le sujet avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau de Lomé. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, est-ce que Alassane Ouattara a été soudainement piqué par le virus de la réconciliation? Soudainement, je ne pense pas. Bon, on se demande si vraiment c'est le virus de la réconciliation qui est à l'œuvre, parce que entendons-nous bien sur la chose. Aujourd'hui, on va dire que c'est tout au honte but qu'on a décidé enfin de reconsidérer les choses et d'avoir un regard un peu plus réaliste sur la situation politique de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce à dire? On décide de libérer, après les avoir amnistiés, 800 citoyens. C'est très bien. Donc, ça veut dire que ces 800 citoyens étaient détenus dans des affaires qui ont un lien, dit-on, avec la crise politique de 2010-2011. Madame Gbagbo, Simone, a été, elle, condamnée pour atteinte à la sûreté de l'État. À la sûreté de l'État. Dans des circonstances qui d'ailleurs sont restées tout à fait grotesques. On n'a pas pu identifier vraiment quels sont les actes posés qui sont réellement associables à une atteinte à la sûreté de l'État. Bon, elle n'avait aucune espèce de pouvoir de commandement. C'était une femme politique. Elle était députée à la représentation nationale. Quels moyens elle avait pour porter cette atteinte supposée à la sûreté de l'État? Bon, c'est un procès politique, c'est des détenus politiques. Moïse Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense, Assoa Ado, ancien ministre de l'économie forestière, tout ça, ce sont des apparatchiks d'un régime qui est tombé. Donc, c'est toujours le problème va et victis. C'est-à-dire qu'en fait, en Côte d'Ivoire notamment, et c'est ce qui fait notre grande frustration en tant qu'observateur de la vie politique africaine, c'est que le cas ivoirien a surpris tout le monde. C'est le pays sur lequel on comptait, c'est un pays qui, à un moment donné, bon, il faut le dire, même toujours, est une locomotive de la sous-région, donc un pays qui nous est cher. Oui. Et c'est dans ce pays qu'on connaît les dérives les plus primitives, finalement, de la vie politique. C'est-à-dire que vous perdez des élections, alors forcément, vous avez tous les torts, on va vous imputer toutes sortes de choses. Parce que, il faut quand même dire une chose. Si vous avez parlé du virus de la réconciliation, j'aurais identifié ce virus, ou diagnostiqué en tout cas un tout petit peu, si on nous avait dit, bien, en même temps que l'amnistie, de ceux-là qui ont déjà connu la condamnation. Parce que l'amnistie, il faut bien dire une chose, ça n'efface pas les faits. Ça n'efface que la peine et les effets de la peine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a été amnistié est censé n'avoir jamais été condamné. Mais ça n'enlève pas le fait que les faits qui lui sont imputés ont existé. Donc en fait, c'est un pardon et pas un oubli. D'accord? Bon, amnistie, beaucoup des gens disent un peu par erreur totale, par confusion, que ça vient de amnésie. Non, amnistie vient de amnistia, et ça n'a pas du tout la même souche étymologique. Donc on n'oublie pas. On n'oublie pas, on décide de pardonner. Bon, on pardonne quoi? On pardonne ce qui a été fait. Donc en fait, grand prince, Monsieur Alassane Ouattara se donne bonne conscience à pas cher, et maintenant vient prôner une réconciliation qui n'a pas nécessairement demandé une amnistie.
cette réconciliation demandait la justice totale. C'est d'abord ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une justice partielle et partiale. Et maintenant, oui, des vainqueurs. Et après, on a dit, bon, ok, d'accord, maintenant ça suffit. On oublie tout. En fait, c'est le pardon pour ceux qu'on a décidé, finalement, de tenir pour des victimes de la vie politique, et l'oubli pour les autres. Oui. C'est pour ça que c'est gênant. Parce que le parallèle, il est vite fait. Il est vite fait. Non, parce qu'on a pardonné à ceux qui nous ont offensés, on oublie l'offense de ce que nous-mêmes avons fait. Ça veut dire Alassane Ouattara est un peu en train de protéger les gens de son camp. Mais complètement, puisque maintenant il dit, bon allez, maintenant on va faire table rase, allez c'est fini. Bon, vous êtes blanchi, vous n'êtes pas blanchi. Non, je vous ai pardonné. C'est moi qui pardonne. Parce que c'est un pouvoir régalien d'amnistier. C'est moi qui ai décidé de vous amnistier. Bon, maintenant, ne venez plus m'embêter. D'accord? Parce que, bon, ben, écoutez, voilà, c'est la réconciliation par décret. Oui. Voyez, j'ai décidé qu'on doit se réconcilier désormais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça veut dire de réconciliation que nenni. Mais c'est dans les cœurs que la réconciliation se passe. Est-ce que ce n'est c'est pas dans le discours du président. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un début? Non, pour moi, ce n'est pas un début. Parce que il y a encore beaucoup de gens qui sont victimes de la crise politique ivoirienne et qui attendent eux aussi que justice se fasse. Et cette justice-là, elle est en panne. Elle ne se fait pas. On a choisi la facilité d'aller par la force, aller chercher des gens qu'on a décidé de rendre responsables de choses que, en fait, beaucoup d'autres ont fait aussi. Et c'est la raison pour laquelle, non, je ne suis pas du tout convaincu que ce geste, malgré sa solennité, s'est fait avec une théâtralité consommée, la veille de la fête nationale, dans le discours à la nation, on annonce que 800 citoyens détenus vont être libérés parce que le président Grand Prince a décidé de les amnistier. Oh, ben dis donc. Et donc, du coup, bravo, embrassons-nous Folleville. Dès qu'ils vont sortir, on va se sauter dans les bras. Mais non, c'est pas ça qui va se passer. Parce que celui qui a été condamné injustement continue d'entretenir la rancœur sur la condamnation. Il faut bien dire une chose, Monsieur Ouattara et les Gbagbo ont toujours été des adversaires politiques. Oui. Les Gbagbo ont toujours souffert sous Ouattara. Quand Ouattara était Premier ministre, il a été le premier à mettre Gbagbo, enfin le couple Gbagbo en prison. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient en train de manifester. Prisonniers d'opinion, à l'époque, déjà. Donc, ça ne s'est pas arrêté. On ne viendra pas dire que les Gbagbo ont été revanchards quand ils ont été au pouvoir. Ils ont fait des misères à M. Ouattara. Non, ils ne l'ont pas fait. Celui qui a fait des misères à Ouattara, c'est celui avec lequel aujourd'hui il veut faire le RHDP, avec le succès que l'on sait. C'est lui qui lui a fait des misères. Le concept ivoirité. Absolument. Et quand le général Gueye a fait le forum de la réconciliation et qu'on a finalement permis, parce que c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait, permis à Alassane Ouattara d'être candidat, là, il n'y a pas eu du tout ni de geste de revanche, ni de comportement grégaire et politique. Vous voyez, quelqu'un avait semé la graine de la réconciliation en disant, bon, mon frère, d'accord, on oublie toutes ces histoires-là, ce n'est pas moi qui en suis responsable, et où tout ça, on laisse tomber. Tu es ivoirien, tu vas pouvoir te présenter au suffrage de nos concitoyens. C'est ça ce qui s'est passé. Et ceux qui ont favorisé ça se disent aujourd'hui, on n'aurait jamais dû. Et certains reprochent à Laurent Gbagbo d'avoir commis cette erreur originelle, qui lui vaut aujourd'hui d'être à la CPI. Voilà ce qui se passe. Donc, ces gens-là n'ont pas oublié. Et quand les forces nouvelles dont on nous a parlé, quand ils ont aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir, on le dit tout le temps, mais ils n'ont pas distribué de l'eau de rose. D'accord? Ils n'ont pas marché sur des sacs de cacao pour prendre Abidjan. Ils ont commis aussi des exactions. Bon, alors, il y a eu un climat de guerre civile.
on dit qu'il y a un décompte macabre de 3000 morts, et c'est seulement dans un camp qu'on les a trouvés. C'est ça ce qui n'est pas bien, et c'est ça ce qui ne se passe pas, et c'est ça qui reste toujours en travers de la gorge. Donc là, aujourd'hui, l'amnistie, c'est une posture politicienne. On a des difficultés avec le RAGP. Bon, ben, on va essayer de faire en sorte de toujours mettre... Enfin, maintenant, il y a, mettre les adversaires politiques en difficulté. Il a dit une chose qui est intéressante, à plus d'un titre. Laisser une nouvelle génération émerger. Parce que, ben, c'est vrai, mais tous les vieux caciques, ben, ils deviennent un peu cacochimes de la vie politique. Ce sont eux qui ont cassé la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny leur a laissé un merveilleux héritage. Et je ne dis pas qu'on a cassé forcément que des bâtiments. On a cassé quelque chose dans la conscience nationale. Ce qui faisait de cette Côte d'Ivoire un pays d'exception. Parce que dans la sous-région, c'est le pays qui était un pays de grand brassage, un pays d'immigration. Ben, c'est ça qui a un peu été mis à mal. Parce qu'aujourd'hui, bon, il faut dire les choses, hein. Vous allez à Abidjan, le langage est clair. Maintenant, c'est nous. C'est à nous de bouffer. C'est comme ça que les gens parlent. Et on va dire quelle réconciliation avec ça? Alors, dans tous les cas, est-ce que l'acte n'est pas à saluer? Mais forcément, attendez. Mais alors, je me dis, tout ça pour ça? Tout ça là, pour ça? Pourquoi on est passé par tout ça pour arriver à ça? Il y avait encore tellement à faire, on n'a pas fait encore. Oui, il fallait peut-être faire l'économie de ça aussi. Oui. D'accord? On aurait pu. Mais là, maintenant, si vous voulez, c'est ce qui est gênant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est impunité zéro pour les autres. Voilà. Et impunité totale pour nous. C'est ça qui est malsain. Et c'est pour ça que, si vous voulez, d'accord, on a du mal à applaudir, parce que vous voyez, on est même un peu frustré encore. Mais bon, ok, d'accord. Mais il y a plein de dossiers qui sont là, qui n'ont même pas été ouverts. Mais il continue quand même dans son discours. Il dit environ 500 sont déjà en liberté provisoire ou en exil et verront leur condamnation pénale effacée. Il sera mis fin aux poursuites contre eux. Oui. Donc, ce n'est pas que un geste qui vient simplement mettre un certain nombre de personnes en liberté, mais même ceux qui sont à l'extérieur ont aujourd'hui la possibilité de revenir au pays sans être inquiétés. C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Si vous autres, contre qui on avait quelque chose, vous pouvez revenir tranquillement. Pourquoi ceux qui sont là déjà, qui, bon, c'est vrai, sur qui pèsent de lourds soupçons, on va encore les inquiéter? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une mise en scène pour dire, écoutez, d'accord, on ne va plus poursuivre quiconque. Parce que vous, on a arrêté des poursuites contre vous. Pourquoi voulez-vous qu'on enclenche des poursuites contre les nôtres? C'est plutôt de ça qu'il s'agit. C'est forcément un geste politique d'un machiavélisme consommé. Oui. Alors, mais au-delà de tout, en remettant quand même en liberté ces personnes, surtout Simone Gbagbo, dont on connaît le charisme en tant qu'ex-première dame, est-ce que ce n'est pas aussi un peu risquant? Non, il n'y a pas de risque du tout, parce que si vous voulez, je ne sais pas ce que Madame Gbagbo a l'ambition de faire, de sa liberté retrouvée, je n'en sais rien. Je ne sais pas si elle a encore l'appétit pour l'arène politique, je ne sais pas. Au moins qu'on la laisse jouir enfin de sa liberté retrouvée, puis bon, qu'on envisage comment elle va récupérer une parole politique, si elle en a envie. Mais je pense qu'il faut laisser la place à une génération nouvelle, ça je suis d'accord là-dessus. Et donc tous ceux-là font partie aussi de ceux qui doivent partir. Oui, oui. Attends, ils ont déjà gouverné la Côte d'Ivoire. Madame Gbagbo, en tant que personnage éminent de la vie politique ivoirienne, et en tant qu'épouse d'un chef d'État qui a fait 2 mandats dans des circonstances très difficiles. Mais oui, il est temps aussi qu'elle rende le tablier, elle aussi. En tout cas, dans la course
la magistrature suprême, je pense qu'il faut commencer à passer à autre chose. Il faut qu'on voit de nouvelles têtes émerger. Alors, pour embellir quand même ce tableau-là, est-ce que quelque chose ne doit pas être fait dans le cas Laurent Gbagbo? Sauf que Laurent Gbagbo ne dépend plus du tout du pouvoir de M. Ouattara, à moins que l'on suppute que la CPI est téléguidée et que la CPI est une juridiction politique. Ce que je ne veux pas penser. Enfin, je me suis toujours interdit de le penser, même si parfois elle a des comportements qui prêtent à croire que dans son monde de fonctionnement, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait normales. Mais est-ce que dans les faits, est-ce que c'est impossible de le faire? Vous voyez un peu l'illustration avec le cas Jean-Pierre Bemba. Si, comme je le pense, les charges contre M. Laurent Gbagbo sont si fragiles que à la session qui va venir, où le non-lieu va être plaidé en septembre et octobre, la Cour décide, enfin le tribunal tout au moins, décide qu'effectivement il y a non-lieu, Laurent Gbagbo sera mis en liberté aussitôt. Maintenant, il récupérera dans l'arène politique ivoirienne toute la place qui était la sienne. Puisque, enfin, il n'est pas nommément visé par l'amnistie prononcée, par Alassane Ouattara. Mais on comprendrait mal pourquoi il y aurait en Côte d'Ivoire des poursuites contre lui. Si c'est les mêmes faits qui ont amené sa déportation à la CPI, qui n'ont pas été substantiés et que finalement on l'a amnistié, il est libre désormais de concourir et de faire ce qu'il veut dans la vie politique ivoirienne. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que dans le cas de la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, la réconciliation, ou du moins le processus de réconciliation n'est même pas encore véritablement enclenché? Oui, on peut le dire, hélas. Parce que, je vous dis, il y a toujours beaucoup de frustration, et il y a toujours deux clans qui sont en train de s'observer. Et attendez, ça va. Vous me mettez en prison pendant 7 ans, vous me chassez du pays en mettant à ma trousse des charges pour lesquelles je ne peux même pas me défendre. Parce que, c'est ce que je dis, c'est vae victis. Vous avez perdu, vous avez tort, et quoi que vous fassiez, vous serez condamné par une justice qui est aux ordres. C'est ça ce qui s'est passé. Alors, celui qui fuit ça, et dont la vie a été complètement mise en parenthèse pendant 7 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il applaudisse, qu'on lui dise de revenir? Quand il va revenir et que, c'est pas fini, sa maison a été prise, elle est occupée par des comzones qui ont décidé que, il faut qu'il se... ça va. Il y a tellement eu d'exactions. Et tellement de gens n'arrivent pas encore à s'exprimer dans ce pays-là, que venir dire qu'on a amnistié des gens ne doit pas, à mon avis, à soi seul suffire à enclencher le processus de réconciliation. C'est autre chose dont les gens avaient besoin, à mon sens. C'est autre chose. Quoi qu'on dise, est-ce que le geste en lui-même n'a pas nécessité un grand courage du président Ouattara? Le courage de quelqu'un qui déclare à demi-mot: j'ai fini, je suis en train de vous dire au revoir. J'ai plus besoin de suffrage de personne. Mon bilan politique, il est là, il parle pour moi. Et puis après moi, ce sont vos affaires. C'est extraordinaire comme pouvoir, comme courage politique. Non, moi je trouve pas ça très courageux. Non mais attendez, non, ça aurait été courageux dès le début de commencer à dire écoutez, d'accord, le courage aurait été justement de poursuivre les siens aussi. Garantir aux siens l'impunité en disant d'accord, on va faire la part des choses, on va les amnistier comme ça, par ricochet, on oublie ce que vous avez fait. Ça me paraît pas être très très courageux. Mais au début, est-ce qu'il pouvait faire cela, faire une justice équitable? C'était difficile, sachant les conditions dans lesquelles il est venu. Il était sur un brasier à l'époque. Donc vous êtes en train de dire que la justice qui a été à l'œuvre n'a pas été équitable. Si je vous comprends bien. Mais la justice se doit d'être équitable.
Sinon, ce n'est pas la justice. C'est tout. Oui, Si elle est le bras, le bras commandé, hein, donc en fait, le robot actif de quelqu'un qui tire, ce n'est plus une institution indépendante. Mais vous avez vu aussi, par exemple, la CPI qu'on pourrait en principe considérer comme un modèle de justice, qui n'est venu que prendre une personne et a laissé l'autre camp. Et plusieurs fois, on a relancé Fatou Bensouda sur le... Elle a toujours dit qu'elle a des dossiers, oui, mais on ne sait pas lesquels, et elle nous dit que c'est trop tôt. La semaine dernière, elle s'est exprimée longuement dans Jeune Afrique, et elle a promis qu'il n'y aura pas d'impunité, que des poursuites allaient venir. On attend les poursuites. J'ai lu, mais quelque part, mais bon, je ne suis pas toujours partisan de tout ce qui se dit. Mais quand même, cette fois-ci, ça a quelques accents de sincérité. Et on peut donner crédit à cet argument aussi, qui consiste à dire, Madame Bensouda étant elle-même Djoula, elle ne veut pas poursuivre les Djoula en Côte d'Ivoire, qui sont également coupables de faits identiques à ceux qu'on reproche aux autres. C'est normal, ça paraît quand même tiré par les cheveux comme argument. Comment tirer par les cheveux? mais pourquoi empêcherez-vous des gens de penser cela? Pourquoi? À ce moment-là, mais oui, mais la justice, elle est comme ça. Si on dit, elle est unique, je dis, la justice, ce n'est pas une administration. C'est d'abord et avant tout une vertu. Voyez? Et ceux qui la pratiquent se doivent d'appliquer la vertu. C'est-à-dire, si même mon enfant est coupable et que je suis juge, il est coupable parce que je l'ai trouvé coupable. À ce moment-là, je me fais récuser et puis c'est tout. Je ne vais pas, parce que c'est un membre de ma famille, le protéger, trouver des arguments pour le disculper, parce que c'est un frère, c'est un cousin, c'est un oncle, c'est le beau-frère de la tante de ma petite sœur. Non. Ça, alors, ce n'est plus de la justice. Donc, à chaque fois qu'il y a un argument qui vient teinter de partialité, le mouvement de la justice, alors il n'y a pas justice. La justice, elle doit être chimiquement pure, point. Même si elle doit être rendue par des hommes. On attend de ces hommes qu'ils s'expurgent eux-mêmes de toute espèce d'état d'âme qui peut déranger le rendu de leur jugement, justement. Et ça, c'est pour ça que c'est si difficile, voyez. Mais on attend de ceux qui exercent la justice que de temps en temps, ils aient cette supériorité au-dessus de l'être normal. C'est tout. Mais la justice aussi, c'est la vieille dame. Elle va très lentement. Pas forcément. Pourquoi dites-vous ça? Il lui arrive parfois d'avoir des assauts, de bondir. Non, il arrive. Vous savez, ceux qui disent ça ne connaissent pas ce qu'on appelle les tribunaux de flagrant délit. Ça va pas lentement, hein. Vous êtes pris, les faits sont constitués, vous êtes jugé, et parfois c'est sur le champ. Mais on ne dira pas que c'est lent. C'est quand les choses sont compliquées, qu'on ne sait pas, qu'il faut dénouer le chevaux, savoir le vrai du faux, que les choses sont parfois lentes. Et la justice dans nos pays, mais bon, ça, je dis ça, mais dans beaucoup d'autres pays très avancés, elle a aussi les mêmes tares. Elle est sous-équipée. Littéralement. La justice togolaise, par exemple, pour parler de celle-là, elle est sous-équipée en hommes. Vous voyez? Et donc, du coup, bon, vous avez des magistrats qui sont surmenés parce que, bon, ils n'ont pas le temps de rentrer au fond des choses. Et donc, du coup, bon, on a l'impression que les dossiers sont bâclés. Mais comment voulez-vous qu'ils fassent? C'est pas des surhommes. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, la CPI est en train de se plaindre de la même chose en disant qu'elle est sous-équipée humainement. Avec tous les milliards dont elle dispose, elle dit qu'elle est sous-équipée. Elle a combien de cas sur la table depuis qu'elle existe? On a fêté ses 20 ans la dernière fois. Elle a combien de cas? Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, en tout cas, ce geste que vient d'accomplir Alassane Ouattara, est-ce qu'il n'inscrit pas au tableau de son bilan personnel, peut-être en 2020, ça va faire partie des choses qu'il peut brandir comme bonne réalisation? Ah oui, le grand geste de mon bilan, j'ai pardonné, mais non, mais écoutez... Alors que j'avais toutes les raisons de ne pas le faire, parce que considérant
se considérant comme vainqueur de l'élection et donc ayant subi hein, peut-être les assauts du pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous savez, bon, pardonnez-moi de rester toujours circonspect et malheureusement insatisfait. Je suis incurablement frustré par ce qui se passe dans ce pays. Tant qu'on n'a pas exercé des poursuites contre tout le monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent amnistier qui ils veulent. Je dirais que c'est du cinéma politique. C'est tout. C'est de la poudre aux yeux. Il fallait pas commencer par là. On aurait peut-être poursuivi tout le monde et après amnistié tout le monde. Oui, je dirais bravo, c'est courageux. Mais uniquement s'occuper d'un camp. Et maintenant que bon, le processus devient difficile, on est en train de sentir la sortie arriver, on dit d'accord, ok, bon ben on va foutre tout ça sous le boisseau et comme ça on oublie tout. Il y a aussi une commission dialogue et réconciliation mise en place, hein, pilotée par un ancien Premier ministre qui semble avoir du plomb dans l'aile. Il y a tellement longtemps que le dialogue est devenu un dialogue de sourds. Et que la réconciliation, elle est introuvable. Mais ceci peut relancer cette commission dialogue et réconciliation. Mais qui va parler à qui? Les amnistiés vont venir pour dire bravo ou quoi? Mais non. Qui parle à qui? On parle de dialogue entre deux personnes qui potentiellement ont des points de vue divergents. Là, il y a un dialogue. Mais si c'est pour venir faire un monologue, c'est pas la peine de réunir deux personnes. S'ils sont d'accord d'avance, pourquoi les réunir pour qu'ils parlent? De quoi? Ils sont d'accord, on avance. Et là, on a beau avoir amnistié, donc du coup maintenant le dialogue lui-même, il est complètement privé d'objet. Mais en disant aussi qu'il n'y aura plus de poursuites contre les Ivoiriens qui sont à l'extérieur dans le cadre de la commission des actes de 2010 et 2011, est-ce que ce n'est pas un signal qu'il envoie à tous les Ivoiriens réfugiés ici au Togo ou un peu partout de revenir au bercail? C'est bien ce que je dis. Ils vont revenir au bercail pour retrouver ceux qui occupent leur maison, leur champ, etc. et qui sont dans une impunité totale parce qu'on leur a donné le droit de faire. On va les réconcilier? Ça, ce n'est pas sûr. D'accord. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'avoir répondu à nos questions. On va marquer maintenant la pause pour retrouver après les journalistes dans Regard Croisé.